12h, Abiteng Maïtur. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue au journal sur Horizon 3 Radio 92.2 FM. Nous sommes le mercredi 29 mai 2024. Tout de suite, les titres de votre journal. Le Salon africain de l'économie sociale et solidaire vient de s'ouvrir au Palais des Congrès de Yaoundé. Pendant 2 jours, les participants venus de plusieurs pays d'Afrique partageront leur expérience. Nous retrouverons sur place notre envoyé spécial en tout début de ce journal. Les routes de la cité capitale Yaoundé, de plus en plus dans un état de délabrement avancé, causant de nombreux accidents. Focus ce jour sur 2 axes routiers de la ville de Yaoundé très fréquentés dans notre cité. Puis en sport, football, le torchon brûle entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Après l'altercation hier à Tinga, plusieurs Camerounais se sont exprimés sur le sujet. Vous les entendrez vers la fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, voilà pour les titres. Installez-vous. Développement dans un instant. 92.2 FM. Merci de recevoir Horizon 3 chez vous à la maison. Bienvenue au journal une fois de plus. Le Cameroun abrite depuis ce matin le Salon africain de l'économie sociale et solidaire. Les travaux se tiennent au Palais des Congrès de Yaoundé où nous retrouvons en ligne notre envoyé spécial Emmanuel Kouatangana. Bonjour. Bonjour David Zo, Salon africain de l'économie sociale et solidaire, la première édition. C'est donc ce jour, ici au Palais des Congrès de Yaoundé, compte s'achever le 31 mai prochain. C'est sous le thème « Les modèles africains d'économie sociale et solidaire vers la construction d'une économie humaine ancrée dans les territoires ». Ce forum servira de cadre à une réflexion panafricaine multi-acteurs pour une économie sociale et solidaire de construction et transformation afin de partager, soutenir et accompagner les différents modèles africains de SS selon les contextes. Ce sera l'occasion de présenter et de partager les expériences des parties prenantes dans un contexte où le développement de l'économie sociale est désormais entendu comme problématique mondiale. Le Cameroun s'honore d'abriter cette première édition et voudrait donc à travers elle confirmer son engagement en faveur du développement de ce secteur. C'est un forum incluant les gouvernements nationaux et locaux, les organisations internationales, non gouvernementales, le secteur privé, les universités et centres de recherche. David Zo, on retient donc également que l'événement se tient du 28 au 31 mai prochain. On l'a évoqué un peu plus tôt et est donc présidé par le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, Achille Basliken III. Depuis le Palais des Congrès de Yaoundé, Emmanuel Onkoa pour Horizon 3 Radio. D'un événement à un autre, le festival Cacao Coffee bat son plein dans le campus de l'hôtel de ville de Yaoundé. Le Cameroun accueille les amateurs et producteurs du café et du cacao depuis ce matin et ce sera jusqu'au 31 mai prochain. Retrouvons au téléphone nos reporters Armand Boulobo et Henri Matip. Bonjour à vous, que se passe-t-il là-bas? Bonjour David Zo, bonjour aux inconditionnels du journal de 12h sur les ondes Horizon 3 92.2. Alors bienvenue ici à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé où l'espace vibre au rythme du festival Cacao and Coffee. Eh bien, c'est le jour 1 qui débute en cette matinée. À 8h, il y a eu la foire, début foire et exposition. À 9h, c'était la tribune des transformateurs. Et à 10h, 11h, le Coca and Coffee Challenge. Et à 13h, nous allons assister à la cérémonie d'ouverture officielle du Cacao Coffee and Festival. Et au programme, sortie des New Generation Cacao, j'y arrive, visite des stands. Et à 15h, animation diverse. Et à 17h, il y aura la fermeture de la foire et exposition. Comme tu peux très bien le constater, David Zo, la musique joue ici du côté de l'esplanade à tue-tête. Les festivaliers sont déjà installés sous les chapiteaux où ils installent progressivement les produits de leurs différentes compagnies. On a pu apercevoir des fèves de cacao, des fèves de café. Et tu peux très bien le deviner, il y a une flagrance de café qui embaume l'air ici du côté de l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé.
Je suis Armand Belobo en compagnie de Henri Matip pour le compte de Horizon 3 Radio, 92.2 FM. Merci à Mambe Lobo et Henri Matipon. On aura toute la quintessence de cette actualité au 19h30 radio et télévision sur les chaînes Horizon 3. La 30e Assemblée régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie s'est ouverte hier au Palais des Congrès de Yaoundé. La cérémonie d'ouverture était d'ailleurs présidée par le très honorable Kavayegue Djibril, président de l'Assemblée nationale du Cameroun. Compte rendu, Lucien Balambarga. La cérémonie d'ouverture de la 30e Assemblée régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie s'est tenue ce mardi au Palais des Congrès de Yaoundé sous l'égide du président de l'Assemblée nationale, Kavayegue Djibril, et du premier vice-président du Sénat, Sa Majesté Aboubakari Abdoulaye, en présence du président de l'APF, Francis Grouin. Dans son mot de circonstance, le président de l'APF a exprimé sa gratitude aux autorités camerounaises pour l'organisation de cet événement. En tant que parlementaires, nous sommes les porte-parole de nos citoyens. Nous incarnons leur volonté de la paix et de sécurité sur la scène internationale. Il ne faut pas négliger le poids politique de la francophonie. Ensemble, nous sommes de grands défenseurs de la démocratie. Ensemble, nous sommes de grands défenseurs de l'état de droit et des droits de la personne. Et ensemble, nous pouvons avoir un impact direct sur les enjeux qui touchent la planète. La série d'allocutions s'est achevée par le discours d'ouverture du très honorable président de l'Assemblée nationale, Kavayegue Djibril, qui a tout d'abord marqué un arrêt sur l'implication du Parlement camerounais au sein de l'APF. De plus, il est revenu sur l'importance des deux thèmes au centre de ces assises. Le premier est dialogue parlementaire et fonctionnement des institutions étatiques. Dans une Afrique aux essents soubresauts politiques, ce thème revêt une importance capitale. En effet, ici comme ailleurs, le dialogue est le catalyseur de tout fonctionnement harmonieux des institutions. Le deuxième thème, la diplomatie parlementaire. Quelle utilité pour l'Afrique francophone? Le constat est clair. Aucun État au monde ne saurait plus vivre en autarcie. Les liens de coopération se tissent autant sur le plan bilatéral que multilatéral. Étaient également présents à cette cérémonie d'ouverture les membres du gouvernement conduit par le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Gouté, l'ensemble du corps diplomatique ainsi que les parlementaires des deux chambres. Plusieurs autres présidents d'assemblée membres de l'APF ont fait le déplacement pour le Palais des Congrès de Yaoundé. À titre de rappel, ces travaux s'achèvent jeudi 30 mai 2024. Plusieurs élus de la nation ont pris part à ces travaux. Ils s'expriment d'ailleurs au micro de notre reporter Yvan Ameni au sortir de cette cérémonie officielle d'ouverture des travaux. C'est dans ce reportage. La 30e Assemblée régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, APF, s'est ouverte ce mardi ici au Palais des Congrès de Yaoundé. Et cette Assemblée régionale Afrique a pour particularité de se tenir au moment où notre région, l'Afrique, connaît un certain nombre de turbulences, de ruptures d'ordre démocratique, de difficultés qui appellent les parlements de cette région à se réunir pour dialoguer, échanger les bonnes pratiques, apporter des solutions aux problèmes que traverse le continent. Durant 3 jours, les parlementaires venus de la République du Congo, de la République du Gabon, de la République centrafricaine et bien d'autres pays de l'espace Afrique francophone vont se réunir autour de 2 thématiques centrales, à savoir recours au dialogue politique et fonctionnement des institutions. La diplomatie parlementaire, quelle utilité pour l'Afrique francophone? La diplomatie parlementaire est de plus en plus présente sur la scène internationale, aussi bien dans le domaine de la résolution des conflits que dans le domaine de la promotion de la paix et du développement socio-économique. Mais on a l'impression que paradoxalement, à cette percée, beaucoup des exécutifs nationaux n'intègrent pas suffisamment cette diplomatie dans la diplomatie globale. L'événement de cette année se tient dans un climat où l'Afrique est frappée par plusieurs coups d'État et aussi l'instabilité politique qui secoue plusieurs pays membres de l'APF. Nos travaux conviennent tout à fait à la situation Covid que traverse un certain nombre de pays en Afrique,
notamment les pays en transition et les pays francophones soutiennent cette transition de façon que nous revenions dans un avenir assez proche dans la normalité en organisant des élections libres et transparentes. C'est nécessaire que les institutions puissent, au-delà de la séparation des pouvoirs des institutions, mais les institutions doivent cohabiter et qu'à travers le dialogue, on peut trouver des passerelles pour renforcer notre position, surtout sur les questions communes qui concernent les populations que représentent les différents parlements. Il est important de préciser que la cérémonie officielle de l'ouverture de la 30e Assemblée parlementaire de la francophonie était présidée par la Chambre basse du Parlement camerounais, pilotée par le très honorable Kava Ege Djibril, président de l'Assemblée nationale du Cameroun. La clôture des activités se tiendra le 30 mai prochain par la Chambre haute du Parlement camerounais sous la houlette de Marcel Nyadzi Fendi, président du Sénat du Cameroun. 92.2 FM. 12h11, mesdames, messieurs, vous écoutez le journal sur Horizon 3 et vous faites bien. En éducation, l'Office du baccalauréat du Cameroun ouvre une enquête relative à l'affût de certaines épreuves. Une information faisant suite aux révélations faites par certains Camerounais. Évocation avec vous, Jordan Doucet-Fomekong. L'Office du baccalauréat du Cameroun envisage la mise sur pied d'une commission d'enquête pour tirer tout au clair sur le sujet. La situation, c'est la fuite des épreuves au baccalauréat, session 2024, démentie par certaines autorités, mais confirmée par de nombreux enseignants qui ne s'expriment pas sur la question en raison du droit de réserve, car le bac est encore en cours. Hier, encore, de nombreux candidats qui frappent aux portes de l'université ont vu passer devant eux certaines épreuves que quelques-uns avaient déjà pu consulter au préalable par des moyens que l'enquête ouverte par l'OBC va certainement déterminer. Pour l'instant, une pléthore d'interrogations persiste sur le sujet. Qui sont les responsables à l'origine de cette fuite d'épreuves? Comment font-elles pour se retrouver sur les réseaux sociaux? Comment comprendre la persistance de cette pratique qui met en mal l'éducation dans notre pays? Une série d'interrogations qui laissent pantois l'opinion publique camerounaise, car ce n'est pas la première fois que ce type d'événement se produit dans le pays. En 2020, plusieurs jeunes avaient été écroués pour libérer à la prison centrale de Kodengui après avoir été cités dans des affaires de trafic d'épreuves au baccalauréat. Les responsabilités n'avaient pas clairement été établies au niveau de l'origine et beaucoup d'observateurs espèrent que l'enquête ouverte cette année par l'OBC, l'Office du baccalauréat du Cameroun, pourra déboucher sur des conclusions de nature à éradiquer cette gangrène qui détruit l'éducation dans notre pays. Et toujours en éducation, les responsables des instituts privés d'enseignement supérieur du Grand Nord sont en conclave dans la ville de Garoua depuis hier. Ce conclave est un moment de partage d'expérience entre ces responsables des instituts privés d'enseignement supérieur. Notre correspondant dans le Grand Nord, Léon Baloum, y a pris part. Voici son reportage. Formation universitaire, un souffle nouveau pour les IPES du Grand Nord. Sur le campus de l'Institut supérieur industriel et commercial de Garoua, les responsables d'instituts privés d'enseignement supérieur, en abrégé IPES, se sont rassemblés ce mardi 28 mai 2024. L'ambiance était studieuse et déterminée. En marge des Jeux universitaires de Garoua 2024, l'Association nationale des instituts d'enseignement privé du supérieur, en abrégé à NIPES, a organisé une réunion d'information cruciale pour l'avenir des IPES du Grand Nord. Alors nous avons saisi l'occasion des Jeux universitaires de Garoua pour que l'Association nationale des institutions privées de l'enseignement supérieur se retrouve pour que les coordinations régionales du Nord et de l'extrême Nord se mettent en place, parce que notre association a des grands objectifs qu'il faut absolument atteindre. Vous savez très bien que nous sommes en train de mener une mission d'intérêt général qui est l'éducation, la formation des jeunes Camerounais. La mise en place des coordinations régionales des ANIPES marque un tournant décisif pour les IPES dans cette partie du Cameroun. Les participants ont pour ambition commune d'assurer l'avenir des IPES du Grand Nord qui s'annonce radieux. Sur notre réunion ce matin, c'était sensibiliser les IPES du Nord, les organiser et les susciter leur adhésion au niveau de l'association nationale. We have heard from our national bureau
and the support that they are giving us already in the field, we are very hopeful. The way the promoters also have supported us in this task that has been placed before us, we believe that our working environment will be very comfortable to bring a green light to higher education training for private institutes in Cameroon. C'est un défi parce que nous devons apporter une formation de proximité. Étant loin de Yaoundé, étant loin de Douala, qui sont des grandes agglomérations, qui sont des grands centres universitaires, nous avons la lourde mission de faciliter la vie à nos jeunes diplômés pour qu'ils aient une formation professionnelle adéquate afin que leur insertion sociale ne souffre d'aucun mal. Grâce à l'engagement et à la mobilisation de tous les acteurs, ces institutions joueront un rôle majeur dans le développement de l'enseignement supérieur au Cameroun. Parlons des routes à présent pour dire que celles de la ville de Yaoundé sont de plus en plus dégradées. Les populations du quartier Sam, au lieu du carrefour Tropicana et celles du carrefour de l'Amitié, ont du mal à circuler facilement et à faire circuler leurs marchandises à cause du mauvais état des routes. C'est du moins ce que vous nous dites, Fadimatou Ndjamdoumki. Faire le tour du carrefour Tropicana dans le 4e arrondissement de Yaoundé exaspère certains conducteurs d'engins car contraints d'effectuer cet exercice fastidieux de la balançoire au prix de leurs amortisseurs. Nous suivons les éclatements de roues et consorts. Donc c'est ça qui fait en sorte que nous-mêmes en restant ici, nous avons peur. À ce cauchemar s'ajoute la poussière et quelquefois les boues et flaques d'eau de la récente pluie au malheur des automobilistes. On peut faire l'accident parce que tout le monde l'escrive. Donc l'accident arrive aussi. Donc ça nous dérange là. Au carrefour de l'Amitié, la situation est plutôt pire. Ici, les gros porteurs circulent fréquemment et ça malgré le casse-pied qu'est devenue cette chaussée. Comme vous voyez l'état de la route, c'est tellement mauvais. L'axe lourd, c'est un axe lourd. Vraiment, il y a toujours l'accident. Il y a toujours l'accident partout. Les automobilistes ne savent plus quelle gymnastique réaliser pour poursuivre aisément leur chemin. Car cet autre état piteux de la route complète le tableau sombre des autres quartiers de la capitale politique, Yaoundé. Nous restons sur le chapitre des routes pour dire cette fois qu'après plusieurs années de souffrance, les usagers de la pénétrante est de Douala ont retrouvé le sourire sur cette voie. Depuis quelque temps, le tronçon routier affiche fière allure, une évolution avantageuse pour les populations des quartiers qui l'arpentent. Stella Ida nous en dit davantage. Qui l'aurait cru? Une circulation presque fluide sur la pénétrante est à Douala. Aujourd'hui, sur ce tronçon, Douala-N'Djamena et Douala-Bangui sont terminés des épisodes cauchemardesques marqués d'interminables bouchons qui rendaient pénible le quotidien des usagers de la route, surtout aux heures de pointe. On peut très bien vu la police municipale qui travaille avec la mairie. On a moins d'embouteillages pour le moment. Ça a beaucoup changé pour le moment parce qu'on travaille très bien avec la mairie. Et ils parviennent à faire ce que nous on puisse aussi prendre des clients pour travailler sans problème. Parce qu'à l'époque, il y avait trop de difficultés, les embouteillages. Mais la mairie est en train de prendre bien soin du carrefour. Nous sommes très ravis. Et nous disons encore merci. Malgré les problèmes économiques qui affectent les populations de ce secteur, elles se consolent devant le nouveau visage de l'infrastructure. On apprécie très bien. Et de là, nous travaillons et puis on se démerde. Et il n'y a pas l'argent quoi. On se bat. Et ça est devenu comme une grande ville, tout proche de la gendarmerie, tout est devenu propre, avec une organisation bien sérieuse quoi. Merci bien. Avant l'actuel résultat, le projet d'aménagement de l'entrée est de la ville de Douala a connu un passé sombre. D'abord confié à l'entreprise chinoise Wichtba CRCC 14 au détriment du groupement Razelbeck, il passe dans les mains du Canadien McGill en 2019, qui à son tour va attendre beaucoup de temps avant de produire des résultats satisfaisants. Une lenteur que la structure justifie en raison des contraintes auxquelles elle fait face dans l'exécution de ce projet. Quelques contraintes d'ordre, on va dire, fiscal, qui vont être levées très rapidement. Le ministre s'est engagé et a déjà relancé plusieurs fois les personnes concernées.
Une fois que ces contraintes seront levées, on pourra passer à la vitesse supérieure. Il va falloir que le gouvernement fasse pression pour que les choses commencent à se concrétiser réellement dans ce chantier. Une réorganisation interne pour démultiplier les ateliers et j'ai aussi demandé des travaux de nuit pour que nous puissions comprimer les délais, c'est-à-dire livrer l'ouvrage même avant le délai. C'est donc une infrastructure de haut niveau qui est en cours de construction sur cette voie depuis 5 années maintenant. Le projet de 9 km comprend ainsi l'aménagement de 3 passerelles piétonnes et 2 ouvrages d'art, dont un passage inférieur à Yassa et un passage supérieur à Japoma, ainsi que la réalisation de 5 giratoires. À terme, la pénétrante est de Douala ralliera l'aéroport international de Douala à ses 50 000 passagers annuels. L'histoire de ce projet remonte à avant 2006, à l'époque où Edouard Etondé Ikoto était à la direction de la délégation gouvernementale auprès de la communauté urbaine de Douala. Il va falloir attendre la veille de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun pour démarrer les travaux. Et si depuis l'arrivée de Max Sall, sous-traitant de McGill, les choses connaissent une belle avancée sur ce projet, on n'est tout de même pas sûr que ce chantier soit livré d'ici la fin de l'année, comme le souhaite le ministre Emmanuel Ngannou ici. Merci Stella Eda pour ce grand reportage dans la pénétrante est de la ville de Douala. Quittons les routes pour les chemins de fer. Le digital, un défi pour booster la chaîne de valeur ferroviaire. C'est sous ce thème que s'est tenue la 3e édition du Congrès africain sur le numérique. L'événement a été présidé par le Premier ministre chef du gouvernement Joseph John Gouté, représentant personnel du chef de l'État en présence de plusieurs autres autorités. Les objectifs de ces assises sont évoqués ici dans ce reportage que signe Emmanuel Kwa Tangana. Autorités administratives, communales, diplomatiques et membres du gouvernement, parmi lesquels le ministre des Transports Jean-Ernest Massenangale Bibert, ont assisté ce jour au lancement du 3e congrès africain sur le numérique ferroviaire. Il est question pour la Camraille de promouvoir et améliorer ses services en amenant les acteurs du secteur à tirer profit du digital pour augmenter la sécurité et améliorer la fiabilité, la rentabilité et l'expérience client. Ému de voir autant de hautes personnalités de haut rang mobilisées autour du chemin de fer, dans l'optique de lui donner encore plus de chances de rester un pilier de l'économie, un accélérateur de mobilité et un puissant vecteur de développement, notamment pour les communautés riveraines. Présidé par le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dion-Gouté, représentant personnel du chef de l'État Paul Biya, depuis la pose des premiers rails en 1961, le directeur général de la Camraille est revenu sur quelques améliorations. Ainsi, Camraille a mis sur pied une stratégie de transformation digitale qui touche non seulement le secteur voyageur, mais aussi tous les pans de notre activité et qui s'articule autour de 3 axes majeurs. Tout d'abord, la mise en place d'une infrastructure informatique performante et résiliente. J'entends par là la construction de 2 data centers à Douala, d'une connexion redondée à Internet en haut débit, l'implémentation d'un réseau LAN sur les sites entre autres. En rappel, ce 3e congrès se déroule sous le thème « Le digital, un défi pour booster la chaîne de valeur ferroviaire » et compte s'achever le 30 mai prochain. Parlons de cette actualité. Un vent violent sous forme de tourbillon accompagné de quelques gouttes de pluie a frappé le site des Jeux universitaires à Garoua, causant d'importants dégâts matériels. Vous nous dites Léon Baloum, notre correspondant dans le Nord. Vague de vent sème la panique au site des Jeux universitaires de Garoua. C'est 28 mai 2024. 24 heures seulement après l'opération de reboisement, un étudiant, un arbre sur le campus de Djoumassi, un vent violent a semé la panique au site des Jeux universitaires ce mardi, vers 11h précises. Sous la forme d'un tourbillon, le vent a fait un tour complet du site, emportant sur son passage des stands et plusieurs autres objets de valeur. Heureusement, aucun blessé n'a été enregistré, hormis des dégâts matériels. Cet incident naturel pourrait inciter le recteur de l'université de Garoua à réorganiser l'opération Un étudiant, un arbre dans les jours à venir. « 92.2 FM »
24 minutes après 12h, mesdames, messieurs, vous êtes sur Horizon 3, vous écoutez le journal. En sport, le conflit MINSEP-FECAFOOT s'intensifie. Hier, ce conflit a pris une autre dimension. Une altercation entre Samuel Eto'o-Fils et certains responsables du ministère des Sports et de l'Éducation physique ainsi que l'entraîneur sélectionneur des Lions indomptables a alimenté et a continué d'alimenter les conversations dans les chaumières. De nombreux Camerounais d'ailleurs s'expriment à ce sujet au micro d'Horizon 3 et dans ce reportage que signe Emmanuel Secker, notre stagiaire. Suite à l'altercation entre Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, et certains responsables du ministère des Sports, et l'entraîneur des Lions indomptables, Marc Eblis, les Camerounais s'expriment à ce sujet. Pour Didier Van, Samuel Eto'o-Fils n'a pas qualité à refuter les instructions de son ministre. Le chef de l'État a délégué ses pouvoirs. C'est de la même manière qu'on a nommé Rigobert Sambana. C'est également de la même manière qu'on vient de nommer Marc Brice. Alors, je ne comprends pas. Quand on dit administrer c'est quoi? C'est rester dans son bureau et puis on vient vous rendre compte de certaines choses. Ça, c'est d'une manière vrac que je définis ça. Alors, je ne peux pas comprendre que vous êtes une structure, quelqu'un vient chez vous, vous demandez au vigile que ici, là, aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec telle personne. Quand telle personne vient, il faut donc l'interdit d'entrer, alors que c'est une structure publique. Parce que la FECAFOOT, c'est la propriété de l'État. Ce n'est pas une propriété de tierces personnes. Alors, si Samuel Eto'o a ses égos, je ne pense pas que c'est de cette manière qu'il va résoudre cette histoire. Il faut donc qu'il prenne ses engagements afin que tout se passe comme il dit qu'il aime le pays. Il doit donc se soumettre aux règles du pays. Pour d'autres, ils sont parfaitement d'accord avec le président de la Fédération camerounaise de football. La nomination de coach, de sélectionneur international qui a été sélectionné au Cameroun est passé par beaucoup de magouilles, beaucoup de désordres dans un pays qui respecte le football. Le camp que les choses sont en train de changer. C'est que nos doyens ont passé le temps à magouiller dans ce pays. Aujourd'hui, les choses sont en train de changer. Nous disons au gouvernement camerounais, nous les supplions. Ils ont l'autorité de prendre les décisions, mais dans un pays, respectons tout le monde, respectons le compartiment de tout un chacun. Le ministère n'a rien à y voir avec la gérance du football. Si eux-mêmes, ils ont accepté qu'on vote des dirigeants pour le football, ils doivent attendre les rapports dans leur bureau. On retient qu'une réunion préparatoire pour la rencontre du 8 juin se tiendra aujourd'hui à 14h au ministère des Sports. Restons toujours en football pour parler cette fois des éliminatoires justement de ce mondial 2026. La Fédération camerounaise de football s'est rassemblée en comité d'urgence. C'était hier après l'altercation visible entre le conseiller technique numéro 2 du ministère des Sports et de l'Éducation physique et le président de la Fédération camerounaise de football. Alex Rodrigue Bekono nous présente les résolutions de ce comité d'urgence de la FECAFOOT dans ce reportage. Un seul point est inscrit à l'ordre du jour. Les mesures à prendre au regard du comportement inapproprié de l'entraîneur sélectionneur national et ses assistants. Suite à la convocation qui leur a été adressée, 2 résolutions majeures ont été prises à l'unanimité par le comité d'urgence de la Tour de Tinga. Tout d'abord, la modification de l'encadrement technique de la sélection nationale masculine A en nommant M. Ntungupile Martin comme entraîneur sélectionneur par intérim. M. Pagou David, entraîneur adjoint par intérim, et M. Tsinkengimgu Narcisse comme préparateur physique par intérim. La deuxième résolution prise à l'issue de cette assise est que le comité d'urgence, à l'unanimité de ses membres, donne quitus au président de la FECAFOOT de communiquer en extrême urgence la liste des membres désignés par intérim de la structure d'encadrement au ministère des Sports et de l'Éducation physique et à la Fédération internationale de football et associations. De procéder par ailleurs
à la confirmation des actes de prise de fonction des personnes désignées. C'est peut-être donc la fin d'une longue série avec plusieurs épisodes qui s'annoncent avec pour acteurs principaux Marc Brice le Belge, la Fédération camerounaise de football, le ministère des Sports et de l'Éducation physique et la Chambre de conciliation et d'arbitrage. De son côté, le ministre des Sports et de l'Éducation physique tiendra une réunion dans la salle des conférences de son département ministériel ce jour dès 14h. Une assise à laquelle est conviée la FECAFOOT et les administrations partenaires habituellement impliquées pour faire le point des préparatifs au plan technique, sportif, logistique, administratif et consulaire relatif à la 3e journée des éliminatoires du Mondial 2026. Dès lors, une interrogation taraude les esprits de plusieurs Camerounais. À quand la fin de cette récréation? À 12h30, ce journal s'achève. Il a bénéficié de la préparation de tout l'ensemble de la rédaction centrale d'Horizon 3 et la participation de Martin Ondoa à la mise en onde, Jeff Binze à la réalisation, Christelle Tignem à la coordination d'antenne, François Biba à la supervision générale. David Zo, c'est moi. Retrouvez Jeff Binze à 14h pour le flash d'information en langue anglaise. Moi, je vous donne rendez-vous demain à la même heure sur la même antenne. Excellente journée à tous sur Horizon 3. « 92.2 FM »